Donc je vais me présenter moi-même pour commencer. Donc je m'appelle Maël Monteville, je suis chercheur en biologie théorique à l'UNI et à l'Université Paris 1. Alors par biologie théorique, j'entends quelque chose qui soit à l'interface entre la biologie expérimentale, les mathématiques et la philosophie qui a un rôle central dedans. Alors je vais vous parler d'intermittence, de rythme et d'antientropie dans le vivant. J'espère que ma présentation ne va pas être trop technique. Alors, j'aborde cette question d'abord à travers la question des rythmes en biologie et l'articulation en fait entre les rythmes et l'organisation biologique. Et je vais développer un peu ce que je veux dire par organisation. Et d'abord, concernant les rythmes, je trouve qu'il est intéressant de bien avoir en tête l'idée qu'il y a plusieurs types de rythmes en biologie. Il y a des rythmes qu'on pourrait appeler externes, parce que leur période est donnée par des rythmes physiques. Par exemple, les rythmes circadiens sont donnés par la rotation de la Terre, le rythme circannuel par la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. Donc ce sont des rythmes particuliers en ce sens-là. Mais le sens biologique, par contre, de ces rythmes, lui, va être très dépendant suivant les espèces. Bon, pour le rythme circadien, il y a des espèces nocturnes, des espèces diurnes, par exemple. Il y a le rythme des marées qui est très important pour les espèces marines, mais qui n'est pas important pour les espèces qui vivent sur la Terre. Alors, et il y a des rythmes qui, eux, sont internes, au sens où leur périodicité n'est pas du tout donnée par quelque chose d'externe, et au contraire dépend principalement de leur physiologie, de leur développement, de leurs propres caractéristiques. Et donc, par exemple, il y a le rythme cardiaque qui est comme ça, mais aussi la durée de génération, c'est-à-dire qu'en un mois ou deux, vous avez une souris adulte, alors que pour avoir un humain adulte, il faut, en tout cas en capacité de se reproduire, il faut au moins une quinzaine d'années. Donc ce sont des rythmes qui sont très différents suivant les espèces. Et je vais parler un peu de ces deux types de rythmes aujourd'hui. Alors, avant de rentrer vraiment dans la question de l'intermittence, je vais apporter quelques concepts de biologie théorique sur lesquels je travaille, qui ne sont pas achevés. Je travaille, mais pas tout seul, bien sûr. Alors, d'abord, il y a la question de la croissance de l'entropie, qui était un thème central pour Bernard. Alors, une manière très simple d'aborder cette notion-là, simple mais à la fois assez précise par rapport aux sciences, à la physique, puis aussi à la biologie. La croissance de l'entropie, c'est quoi? C'est le fait d'aller vers un état plus générique. D'aller d'une situation particulière à une situation plus générique. C'est aussi effacer les traces du passé pour avoir au fond une situation qui est donnée uniquement par les contraintes qu'il y a à un moment donné. Donc, un exemple, vous mettez une goutte d'encre dans de l'eau, la situation initiale elle est particulière, elle vient de l'histoire, où est-ce que vous avez posé la goutte d'encre, et vous attendez un peu, avec la croissance de l'entropie, vous allez avoir une situation homogène. Donc la trace du passé, qui était l'endroit où vous avez posé la goutte d'eau, disparaît au profit d'une situation homogène, plus générique. Et si vous aviez mis la goutte d'encre ailleurs, ça aurait conduit à exactement la même situation. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dans la croissance de l'entropie, c'est quelque chose qui efface en un sens l'histoire. Alors, le deuxième concept que je vais introduire, c'est l'idée d'organisation au sens sur lequel je travaille, au sens de clôture entre contraintes, mais bon, ce n'est pas la peine d'avoir ce terme un peu technique en tête. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est l'idée d'un maintien mutuel des parties de l'organisme. Par exemple, mon cœur fait circuler le sang qui permet de maintenir un niveau d'oxygène suffisamment élevé dans, par exemple, les poumons ou par exemple dans les intestins. Les intestins permettent de faire en sorte que les nutriments traversent la paroi intestinale et permettent de maintenir ainsi mon cœur qui a besoin de ces nutriments pour se régénérer, pour pouvoir aussi pomper parce que ça consomme de l'énergie libre. Donc c'est ce maintien mutuel entre les parties d'un organisme qui est central, maintien mutuel que vous pouvez comprendre par rapport à l'entropie, c'est-à-dire la tendance qu'ont les structures de l'organisme à se disperser, à disparaître. Voilà. Alors ensuite viennent les concepts d'anti-entropie et de production d'anti-entropie. Alors mon vocabulaire est un peu différent de celui qu'utilisait Bernard Stiegler, mais les concepts sont assez proches. L'idée d'entropie, pour moi, c'est de parler de la singularité
historique d'une organisation. C'est-à-dire que la manière, par exemple, dont mon cœur est structuré, la manière dont les organes sont structurés, mais de la même manière, la manière dont un écosystème est structuré, c'est pas quelconque, c'est le résultat d'une histoire, et c'est le fait que ce soit justement un résultat singulier d'une histoire qui permet à l'organisation de se maintenir. C'est-à-dire que si mon cœur était plus désorganisé, et c'est le cas par exemple, alors pas pour le cœur, mais c'est le cas d'une tumeur, par exemple, vous avez une morphogénèse qui est désorganisée, alors cette morphogénèse ne permet plus de remplir de fonctions. Les tumeurs ne remplissent pas de fonctions. Donc l'idée d'entropie, pour moi, c'est vraiment cette singularité qui correspond à une organisation, comme résultat d'une histoire. Ensuite vient le dernier concept, c'est la partie la plus ardue en fait de ma présentation, c'est le concept de production anti-entropie, c'est-à-dire le fait de produire une histoire en introduisant de nouvelles fonctions qui sont intégrées à l'organisation. C'est pas juste avoir de la nouveauté, c'est avoir de la nouveauté qui participe à l'organisation, donc qui participe au maintien d'un organisme. Alors, la production anti-entropie, ça rejoint très fortement le concept de normativité au sens de Canguilhem, par exemple, dont il a été question ce matin. Mais ça rejoint aussi le sens de la notion d'évolution, au sens où l'évolution va avec l'apparition de nouveautés, et des nouveautés qui sont fonctionnelles. Voilà. Alors, la question dans ma présentation aujourd'hui, c'est le lien entre les rythmes et ces différents concepts, organisation, anti-entropie, production d'anti-entropie. Et l'axe principal de ce que je vais dire, c'est de dire qu'il y a un lien entre certains rythmes et l'organisation, c'est-à-dire le maintien de l'anti-entropie ou la lutte contre l'entropie, comme disait Bernard, mais de manière synchronique cette fois-ci, plutôt. Et ensuite, il y a un lien entre rythme et production d'anti-entropie, c'est-à-dire la production de nouveautés fonctionnelles, et donc qui permet aussi à l'organisation de se maintenir. Donc le lien entre rythme en fait, et aspect synchronique de la lutte contre l'entropie, et rythme et l'aspect diachronique de la lutte contre l'entropie. Alors, je vais parler de deux propriétés biologiques, deux états biologiques, en quelque sorte. Ces deux propriétés étant le sommeil d'un côté et la succession de générations de l'autre. Alors, le sommeil, c'est d'abord quelque chose qui semble être partagé par la plupart des êtres vivants ayant un système nerveux, donc en fait c'est très très large. Il semblerait que même les méduses puissent dormir, chose un peu étonnante. Et une des premières caractéristiques du sommeil, c'est que c'est quelque chose d'organisé. C'est pas comme certaines cryptobioses, par exemple. Et ça diffère aussi d'être inconscient, d'être dans le coma. Et de ce fait, d'ailleurs, les somnifères ne conduisent pas au sommeil, ils conduisent à un état d'inconscience, mais pas un état organisé comme l'est le sommeil. Donc, en quelque sorte, le non-somnifère est impropre. Alors, dans cette organisation du sommeil, il y a notamment le sommeil profond et le sommeil paradoxal qui sont différents, qui diffèrent notamment par l'activité neuronale qui a lieu. Alors ça, c'était un petit arbre phylogénétique pour vous montrer donc l'ensemble du vivant pour lequel on a des preuves de la présence de sommeil. Alors en bleu, ce sont tous les êtres vivants pour lesquels on a des preuves de sommeil, donc même les vers de terre par exemple, dorment. Et en rouge, ce sont ceux pour lesquels on a des preuves d'un sommeil paradoxal, donc d'avoir deux types de sommeil différents. Et en rose, ce sont ceux pour lesquels on n'a pas de preuve qu'il y a un sommeil paradoxal, mais on pense que, puisqu'ils ont un ancêtre commun qui avait sans doute un sommeil paradoxal, présence de sommeil paradoxal. Donc c'est quelque chose de très partagé dans le vivant. Et à la fois, c'est quelque chose qui est, en tout cas en biologie, n'est pas, à mon sens, pas assez théorisé. C'est-à-dire qu'il y a quelques éléments
théoriques qui traînent, il y a des hypothèses, mais qui sont souvent très précises, qui correspondent à des mécanismes particuliers, et pas un point de vue théorique, par exemple, qui serait l'articulation entre sommeil et entropie, c'est-à-dire des contraintes assez générales sur l'organisation biologique. Alors, il y a quelques hypothèses, quelques aspects du sommeil qui sont quand même intéressants à relever. La première hypothèse étant l'idée d'économie d'énergie. C'est-à-dire que les animaux diurnes, par exemple, ayant besoin de lumière pour être actifs, autant économiser l'énergie pendant la nuit, et comme ça donnerait un avantage évolutif. Alors, cette hypothèse, elle est à mon sens assez insuffisante, notamment parce qu'il y a des troubles graves lorsqu'il y a une privation de sommeil, qui y vont assez vite, c'est-à-dire au bout de quelques jours, à des hallucinations, le jugement altéré, et toutes sortes de troubles. Et puis il y a aussi des contraintes très fortes pour des animaux pour lesquels le sommeil est un peu problématique, comme les mammifères marins, qui ont besoin de respirer, d'être pas complètement endormis pendant un moment. Et donc les mammifères marins ont un sommeil qui est divisé par hémisphère du cerveau, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié endormis, un hémisphère qui dort et l'autre qui reste éveillé pour aller respirer à la surface. Donc là, on sent quand même qu'il y a des contraintes fortes pour maintenir quelque chose comme un sommeil. Alors, une autre hypothèse, mais qui à mon sens est trop spécifique, est l'idée que pendant le sommeil, en quelque sorte, comme les neurones sont beaucoup moins actifs, ça leur permet de faire le ménage, si je puis dire, et notamment de se débarrasser des radicaux libres, qui sont des substances très réactives et qui viennent en fait désorganiser les neurones. Donc, c'est-à-dire que pendant la veille, les neurones seraient très actifs, produiraient ces radicaux libres, et ne seraient pas en capacité de s'en débarrasser suffisamment vite, donc il y aurait besoin d'une phase de repos pour se débarrasser des radicaux libres et ensuite avoir à nouveau une phase de veille. Alors ici on voit l'idée de lutte contre l'entropie, parce que justement ces radicaux libres, c'est quelque chose qui vient désorganiser les cellules, qui vient l'entropiser. Ce n'est pas la seule hypothèse qui va dans ce sens-là, il y a plusieurs autres hypothèses pour dire qu'en fait le sommeil permet de manière un peu plus générale l'homéostasie, c'est-à-dire en gros la lutte contre l'entropie quand on théorise un peu plus cette affaire-là. Il y a enfin un troisième type d'hypothèse qui est aussi la contribution du sommeil à la mémoire, à l'apprentissage, etc. Notamment en réactivant des choses qui ont été vues pendant la journée. Et donc, pour ces trois hypothèses, en quelque sorte, il y a des corrélations, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses comme ça qui se passent, mais ce n'est pas forcément l'origine théorique du sommeil. Et donc, pour ce qui est de la mémoire, ce qu'on sait, c'est que les différentes phases du sommeil correspondent à l'approfondissement, à la mémorisation de différents types de mémoire. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que pour quelque chose comme le sommeil, donc qui est là depuis longtemps, il n'est pas évident d'assigner un seul rôle théorique ou un seul sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le vivant, c'est qu'une fois que quelque chose est installé, c'est l'occasion pour les êtres vivants, en quelque sorte, dans l'évolution, de mettre d'autres fonctions dans cette chose-là. Donc, par exemple, il y a la réparation des blessures qui se fait beaucoup plus pendant le sommeil que pendant la veille. Ce n'est pas forcément l'origine du sommeil. Mais donc, une fois que quelque chose est installé, le vivant s'organise autour de cette chose-là qui est installée. Donc, il y a de multiples sens, en fait, dans le sommeil. Après, par contre, d'un point de vue théorique, on peut peut-être, mais c'est qu'une piste, et je n'ai pas encore suffisamment travaillé sur la question, articuler vraiment la question du sommeil à cette question de la lutte contre l'entropie. Mais donc, de manière générale, je veux dire. Mais c'est un travail qui resterait à faire. Donc, une question, c'est est-ce que le sommeil, au fond, est quelque chose de nécessaire pour des raisons théoriques profondes, et ça, je ne le sais pas. Alors, en tout cas, le sommeil est lié à la lutte contre l'entropie par ces phénomènes particuliers dont je vous ai parlé. Alors maintenant, je vais parler un peu de la question des générations. Alors, l'articulation entre génération et intermittence, c'est pas forcément évidente,
Mais moi, je vais l'aborder à travers la question du développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs phases dans le cycle de vie des animaux. Le cycle de vie allant en gros de la naissance à la reproduction. Il y a plusieurs phases, et il y a des phases qui sont beaucoup plus plastiques que d'autres. Et la phase du développement, donc la mise en place d'une nouvelle organisation, est une phase qui est particulièrement plastique. Donc il correspond à cette idée d'intermittence associée à l'apparition de nouvelles fonctions, associée à la production d'anti-entropie dans mon vocabulaire. Alors que la phase adulte, si elle garde une certaine plasticité quand même, est beaucoup moins plastique. Alors on pourrait ensuite détailler un peu plus, et Francis Bailly et Giuseppe Longo l'ont fait dans l'article initial qui introduit le concept d'anti-entropie, les différents stades de la vie, en tout cas chez les mammifères, et leur lien avec l'entropie et l'anti-entropie, puisqu'il y a donc la mise en place originelle de l'organisation dans l'organogénèse, la genèse des organes. Ensuite, il y a une phase qui est plus de croissance en volume, en masse, où il y a toujours la mise en place de l'organisation, mais beaucoup moins que dans l'organogénèse, où on passe d'une cellule à un être organisé avec différents organes, etc. Ensuite, il y a la phase adulte, et ensuite, il y a le vieillissement, où la désorganisation prend une place plus importante, donc l'entropie s'accumule. Alors, il y a des choses intéressantes à remarquer. Déjà, et plusieurs concepts à introduire. Déjà, l'idée que c'est pas la même chose de maintenir une structure et d'en régénérer de nouvelles, de créer des structures de novo. Et il y a des structures dans le vivant qui ne peuvent pas forcément être réparées ou pas assez vite. Donc la succession des générations permet, en ce sens, de lutter contre l'entropie. C'est-à-dire de lutter contre la désorganisation. C'est-à-dire qu'au lieu de réparer quelque chose, on construit quelque chose d'autre. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup trop d'ailleurs dans l'économie industrielle actuellement. Ça c'est un aparté. Je ne vais pas insister trop sur le cas des mutations, mais le cas des mutations est aussi en quelque sorte une dilution de l'entropie dans les générations qui apparaissent, au sens où qu'est-ce que c'est qu'une mutation? C'est l'introduction d'aléatoires dans le génome. Cet aléatoire peut être délétère, c'est neutre aussi, et ça ce sont les cas dominants et quelquefois bénéfiques. Alors, comme cette introduction d'aléatoire est inéluctable, ce qui se passe, c'est que comme il y a multiplication par la reproduction, y compris chez les cellules, si une cellule fille, par exemple, a une mutation délétère, c'est pas grave au sens où il y a toujours une autre cellule fille qui ne l'a pas. Donc en quelque sorte, par la reproduction, le vivant explore plusieurs choses, et donc c'est pas grave si une partie des branches s'éteigne. Donc en quelque sorte, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de dilution. Mais la même chose se produit à un autre niveau, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur des cellules, et où on a observé que même des bactéries pouvaient vieillir. Alors l'idée c'est la suivante, une bactérie ça a l'air symétrique, et surtout quand ça se divise, ça a l'air de se diviser de manière symétrique. Mais en fait c'est pas tout à fait le cas si on prend plusieurs générations en compte, comme sur ce schéma-là. Si vous prenez donc une bactérie, elle se divise. Bon, les deux bactéries filles ont l'air similaires, mais ensuite vous observez que les pôles qui sont au centre, en quelque sorte, sont neufs, alors que les pôles qui sont à l'extrémité sont vieux, c'est-à-dire qu'ils étaient toujours là avant. Et donc, si vous regardez une deuxième division, vous avez les deux bactéries à la fin qui sont au centre, là, qui ont deux nouveaux pôles, qui sont récents, alors que celles qui sont tout à droite et tout à gauche ont un très vieux pôle qui date de la bactérie grand-mère, en quelque sorte. Donc, on peut dire en ce sens qu'il y a des bactéries qui sont plus nouvelles que d'autres, donc qui sont plus de novo. Et ce qui se passe, c'est qu'on observe bien que les vieilles bactéries se reproduisent plus lentement, sont plus lentes, etc. Donc, en quelque sorte, accumulent de l'entropie. Et donc, vous avez la génération de nouvelles structures pour les bactéries jeunes,
et au contraire l'accumulation de choses plus vieilles, pour les bactéries vieilles, qui va avec une certaine désorganisation. Donc, en ce sens, la reproduction permet de lutter contre l'entropie en diluant en quelque sorte l'entropie parmi les nouvelles générations. Mais le plus important par rapport à l'intermittence, je pense, est la question vraiment du développement. Et pour ça, je vais vous parler d'un cas particulier qui a fait couler beaucoup d'encre en biologie, et qui est le cas de la chèvre de M. Slipger. Bon, Slipger, c'est pas vraiment le possesseur de la chèvre, c'est le biologiste qui l'a disséqué et qui en a parlé. L'idée, c'est que cette chèvre est née sans pattes antérieures, ce qui lui posait des problèmes pour se mouvoir. Et donc elle a appris, par elle-même, même si elle était protégée par des humains, elle a appris à se mouvoir sur ses pattes postérieures. Et ce qui est intéressant d'un point de vue théorique, c'est que cet apprentissage a complètement transformé son anatomie au niveau des os, des muscles, des tendons et du système nerveux. Et cette anatomie ressemble un peu à celle des humains. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un peu les mêmes contraintes mécaniques. Et donc l'idée avec cet exemple-là, c'est de montrer que le développement, surtout le développement donc, chez des organismes jeunes, enfin le développement initial, est extrêmement plastique et permet vraiment de faire apparaître de nouvelles fonctions, de nouvelles organisations au niveau d'une génération, et pas seulement de manière très lente comme l'évolution darwinienne classique. Donc du coup ici on a une centralité du concept de plasticité développementale, on parle aussi de phenotypic accommodation. Et donc l'idée ici c'est bien que cette succession, cette intermittence dans la plasticité par le développement embryonnaire et le développement chez les jeunes permet une grande plasticité du vivant, permet de faire émerger des nouveautés fonctionnelles et donc permet en fait de produire de l'anti-entropie, produire de nouvelles organisations. L'idée théorique centrale ici, c'est bien aussi de dire que le développement dépend du contexte et des activités effectuées, et aussi d'un point de vue théorique, c'est important, qu'il passe par le couplage entre les différentes parties de l'organisme, ce développement-là, quand il produit de la nouveauté. Ici, il y a un couplage entre le système nerveux et la physiologie des membres concernés, etc. Donc ce n'est pas juste une partie qui se développe de manière un peu automatique, c'est par le couplage entre ces différentes parties et aussi le milieu que le développement peut produire de nouvelles organisations au niveau d'une seule génération. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que je suis à peu près dans les temps. Donc ce que je veux dire en deux mots, c'est que dans ces deux intermittences, c'est-à-dire celles qu'on peut trouver par le sommeil d'un côté et celle que l'on trouve par le développement et la succession des générations plus généralement, on a à la fois cette question du maintien de l'anti-entropie, donc on peut voir de manière un peu plus synchronique, c'est-à-dire on maintient une organisation, on lutte contre son anthropisation, et celle de la production d'anti-entropie, c'est-à-dire que c'est l'apparition de nouveautés fonctionnelles qui sont aussi quelquefois nécessaires pour lutter contre l'entropie, mais donc de manière diachronique, par des moyens diachroniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Marie-Claude. Alors, en deux mots, Marie-Claude Bossière est pédopsychiatre, praticienne hospitalier. Elle est psychiatre à la Maison des Femmes de Saint-Denis et puis on travaille ensemble depuis un moment à la clinique contributive à Saint-Denis, à la PMI Pierre Sénard à Saint-Denis. Et donc elle a notamment publié sur le syndrome EP, c'est-à-dire un syndrome d'exposition précoce et excessive aux écrans, et c'est la question centrale sur laquelle on travaille avec Saint-Denis. Je te passe la parole. Merci. Alors c'est assez extraordinaire de voir comment finalement, moi je vais parler du bébé, de la psychologie du bébé et du développement, et de voir à quel point effectivement il y a des choses qui sont très proches voilà, par rapport à la biologie.
Donc alors, le thème étant l'intermittence, donc moi j'avais envie de commencer par ce qui se passe au niveau de la vie intra-utérine, de parler un petit peu des rythmes, de parler ensuite de ce qui se passe au niveau des premiers mois de la vie. Et ce qui me semblait tout à fait important dans ce thème de l'intermittence, c'est-à-dire de développer ce qui est de l'ordre à la fois de l'intoxication et de la détoxication. C'est-à-dire qu'un bébé, alors bon, je parlerai de la folie du bébé, comme je parlerai aussi de la folie de la mère. Il y a quelque chose qui est très fou, et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'on a une amnésie de ce qui se passe pendant les premières années, c'est-à-dire que voilà, c'est le passage à la vie aérienne quand on vient d'un milieu aquatique, c'est quelque chose qui est très perturbant. Et effectivement, cette question de la détoxication est tout à fait fondamentale. Donc, au niveau de la naissance, donc le bébé humain, c'est un bébé complètement prématuré, incapable de se nourrir seul, de se déplacer seul, subvenir à ses besoins, il est tout à fait dépendant. Et donc c'est la mère qui va découvrir ce bébé et qui va s'adapter à cet être qui est d'abord inconnu, mal connu, un peu étrange, et petit à petit elle va développer son savoir concernant ce bébé, dans un aller-retour de présence-absence avec une intermittence d'attention. Le parent réussit à s'adapter quasi parfaitement dans un certain temps aux manifestations du bébé, à son temps d'éveillement, à ses manifestations corporelles, en acceptant à ce moment-là d'être disponible à sa vulnérabilité, d'accepter de se détourner de ses investissements personnels habituels, donc c'est aussi une forme d'intermittence par rapport à sa vie d'adulte normale, entre guillemets, et ces parents donc acceptent de plonger dans ce monde étrange parce qu'étranger. Un bébé, en effet, c'est un étranger, on ne le connaît pas. Et les parents vont être amenés à l'adopter, ce qui ne va pas de soi. Ce bébé représente un monde étrange. On ne comprend pas ces manifestations de désespoir, cette énergie incroyable quand il pleure, quand il s'agit, quand il donne des coups. On ne sait pas toujours pourquoi il pleure, pourquoi il sourit, ce qu'il voit, ce qu'il entend. Mais petit à petit, le bébé va transformer ses géniteurs en parents sachants. Et cela se fait dans une intermittence qui commence déjà prénatale. Avant la naissance, en effet, la vie fétale elle est rythmée par des stimuli divers et variables, individuels et déjà collectifs. Les bruits du cœur de la mère, permanents bien sûr, mais aussi susceptibles d'accélération et de ralentissement, ce qui donne des perceptions à comparer. Le rythme des activités de sa mère, son repos, ses repas et les bruits de digestion intestinaux qui sont très importants après un repas et puis qui s'atténuent, la voix de la mère et sa discontinuité, puisqu'elle ne parle pas tout le temps, et la voix habituellement plus grave et perçue de façon plus sourde de la part du père, qui vient d'une autre source. C'est donc déjà une sorte de bain de langage, avec l'alternance entre les mots de la mère, les mots du père ou les mots d'autrui, même si cette perception est bien sûr très différente de ce qu'elle sera dans la vie d'après. Les rythmes, les sensations, les perceptions forment des empreintes et modèlent le milieu. De façon répétée mais pas toujours prévisible, tout se calme, les stimulations s'estompent et le bébé enregistre cette alternance stimulation-repos. La conscience d'exister commence par une perception différentielle des rythmes et l'aléatoire, c'est-à-dire la construction de traces mnésiques qui existent en anténatal et qui préparent le considérable enrichissement perceptuel de la vie aérienne. L'intermittence permet que s'installe la possibilité de comparaison entre ce qui est là et ce qui n'y est déjà plus et que l'on va retrouver. La naissance et le passage à une vie aérienne installent une modification majeure du milieu. La nécessité de la respiration, qui est un gros effort, l'exposition au froid, c'est-à-dire que le bébé passe de 37 degrés à beaucoup moins. Imaginez ici qu'il fasse 37 degrés, vous avez la différence. L'apparition de la faim, puisque in utero, le bébé est alimenté par le sang de la mère, et donc il n'y a pas du tout le sentiment de perception de faim, et qu'après la naissance, il va lui falloir signaler bruyamment le fait qu'il ait faim. Et c'est aussi, très important de mon point de vue, la perte du contenant utérin, qui permettait d'abord des mouvements libres dans un milieu aquatique, puis des mouvements de plus en plus restreints, jusqu'à assurer un contenant ferme qui n'autorise plus du tout de mouvements amples, mais qui fournit par contre une enveloppe ferme et sécure. Et cette enveloppe, qu'est-ce qui se passe à la naissance, à l'accouchement? Elle va brutalement disparaître. C'est-à-dire que le début de la vie aérienne, c'est une modification brutale de milieu, c'est-à-dire avec le risque de froid, de faim, l'effort de la respiration, la soumission à la pesanteur, qui sont des sensations totalement nouvelles, et la perte de son contenant.
Et tout cela peut déborder les capacités du bébé, être source d'angoisse que chez les psys on appelle des angoisses archaïques. Archaïques, c'est-à-dire qu'on s'en souvient plus, du moins consciemment. Par contre, alors assister, moi j'ai assisté en maternité au bain enveloppé d'un bébé qu'on fait en général que les puéricultrices proposent aux bébés quand ils sont des bébés agités, hyper stimulés, trop stimulés. En fait, c'est un bain dans un drap qui est assez serré et ce bébé, on le met dans de l'eau à 37 degrés et mettez votre main dans un bain à 37 degrés, c'est extrêmement chaud, on a l'impression qu'on va se brûler. Et alors, de voir ce bébé devenir extrêmement calme, avec une impression de nirvana, enfin, on se rend compte là de tout ce que ce bébé a pu perdre. Et donc, en fait, comment il va faire avec toutes ces stimulations qui sont des stimulations nouvelles, tout ça va l'envahir et des fois complètement le déborder. Alors, au début de la vie aérienne, bien sûr, il y a cette alternance veille-sommeil, donc dont mon collègue et ami a beaucoup parlé. Le sommeil, c'est le lieu et le temps où l'humain échappe à la vie collective, où ce qui s'y passe n'est plus perçu par un autre, c'est un lieu et un temps de la solitude. L'alternance veille-sommeil serait d'une certaine manière, d'ailleurs, comme une alternance individuelle et collective, ce qui est un peu apparu dans les ateliers de l'académie. Dans les ateliers de la clinique contributive, donc on anime avec Maëlle et Anna qui est par Zoom dans cette PMI à Saint-Denis. Donc pendant le sommeil, on est rangé pour les autres. Hein. Donc il y a aussi cette dimension qu'on peut rapprocher de ce que tu as dit auparavant. On est absent à la vie collective. Par contre, quand on passe son temps sur les smartphones le soir, on ne peut pas se ranger, on ne peut pas disparaître pour les autres. On manque quelque chose, ça détruit l'intermittence. La télé ou les écrans par leur permanence perturbent les rythmes et leur alternance. Prendre soin de son sommeil, c'est s'accompagner soi-même. Le repos, lui, c'est un retour vers une intériorité réparateur pour l'un et pour l'autre, c'est une intermittence nécessaire. En effet, aucun bébé ne pourrait supporter d'incorporer autant d'informations nouvelles 24 heures sur 24. Et aucun parent ne pourrait supporter d'être entièrement disponible 24 sur 24. Le repos, c'est donc ce qui permet une déconnexion nécessaire. Alors d'une part pour le bébé, pour faire ce travail de mémorisation, c'est-à-dire le début de la pensée, c'est-à-dire le début de la noise. On sait que le sommeil est très attaqué par les technologies numériques, les réseaux et Netflix. Hein. Le but de Netflix, c'était de nous prendre notre temps de sommeil. Bon, je vais passer assez vite sur le fait qu'il y a une corrélation, en fait. Enfin bon, il y a des études qui montrent effectivement que si les enfants petits, hein, puisqu'il faut savoir que les bébés commencent à regarder les smartphones à partir de, parfois dès la maternité, mais disons vers 6 mois, 6, 7, 8 mois, à partir du moment où ils peuvent tenir un objet, et que le temps de sommeil continu de nuit est diminué quand les enfants sont exposés aux écrans, en particulier, bon, chaque heure de tablette est associée à 15 minutes de sommeil en moins. Et il y a des bébés qui regardent déjà. Alors, il y a aussi cette question de la lumière bleue des smartphones qui perturbe l'horloge biologique, active les récepteurs de la rétine en envoyant comme message au cerveau qui fait encore jour, alors qu'effectivement, la sécrétion de mélatonine qui synchronise les rythmes circadiens est tout à fait nécessaire. Et puis, alors Maëlle en a parlé, donc c'est pendant le sommeil qu'ont lieu les phénomènes de mémorisation, tout à fait important, justement pour nourrir la pensée. Et puis on l'oublie aussi, c'est pendant le sommeil paradoxal que le travail du rêve s'effectue. C'est vrai qu'on en parle, plus personne n'ose parler de la théorie de l'interprétation des rêves de Freud, et pourtant, c'est encore la voie royale de l'inconscient, bien importante comme technique de connaissance de soi. Alors, à l'opposé, donc au niveau de l'éveil, c'est dans ces moments d'éveil que se construit le collectif. Les moments d'éveil du bébé permettent la rencontre des regards avec le parent, hein, et cette interpénétration des yeux est tout à fait, des regards est tout à fait fondamentale dans la construction de l'individu. Donc le regard, c'est la reconnaissance de l'un par l'autre, et l'éveil permet aussi la rencontre des corps entre le portage par le parent, les mouvements du bébé, les échanges de vocalises, l'établissement de rythme, j'ai déjà parlé d'autres fois, mais qui vont préparer le langage, façonner la motricité, créer un style interactif et tisser une forme d'attachement. Et cela ne peut se faire que dans des moments d'attention dont on prend soin.
Alors, le bébé, à la naissance, est addict à sa mère, c'est la première addiction de la vie humaine. L'addiction n'est donc pas en elle-même pathologique, puisque dans ce cas, elle est synonyme de survie. L'addiction ne devient pathologique que lorsqu'elle barre toute autre possibilité d'investissement, dans d'autres objets d'amour ou de travail, d'investissement libidinal, diraient les psychanalystes, lorsqu'elle ne permet pas le début du sevrage. Alors, qu'est-ce qui peut préparer justement au sevrage? Eh bien, on pourrait dire que c'est l'acquisition de la capacité d'être seul, c'est-à-dire de passer d'un état de dépendance absolue à un début de solitude, à la possibilité de supporter un moment de solitude d'abord court, puis plus prolongé, que le bébé peut remplir, ou le bébé peut laisser vivre ses tracénésies, comparer, mettre en lien ses perceptions et la mémorisation, un état donc qui se rapproche de la possibilité d'intermittence. La capacité d'être seul, c'est d'abord seul en présence de la mère, c'est-à-dire c'est une transition subtile entre la présence maternelle active et sa présence passive. Seul en présence de sa mère, c'est-à-dire avec cette certitude absolue que la mère est là, présente, et peut redevenir active en cas de besoin. La pathologie psychiatrique de l'adulte montre chez certains adultes cette impossibilité d'avoir accès à une autonomie par absence d'hétéronomie primordiale du début de l'existence, ce qui se passe quand on a manqué d'une forme d'attention de sa mère. Je dis souvent qu'on ne peut se passer que de ce qu'on a eu. En d'autres termes, quand on a profité d'une bonne grosse addiction maternelle, on a moins de chances de devenir toxicomane. Et en fait, je faisais le rapprochement peut-être avec ce dont Gérald parle souvent, c'est-à-dire de cette dimension, de la dimension addictogène de notre société humaine. C'est-à-dire, on peut se demander d'ailleurs si la destruction de l'attention maternelle par la présence des smartphones ne va pas augmenter cette dimension addictogène de notre société humaine. Le nourrisson, par sa capacité d'être seul, annonce donc une bifurcation depuis son état de dépendance totale vers un début d'autonomie, et en particulier par la création de son objet transitionnel, prémisse de toutes les autres activités de création. Alors, le phénomène transitionnel, il est déjà en anténatal. Il y a la succion du pouce, elle existe in utero. Les enregistrements vidéo en échographie montrent d'ailleurs des fœtus qui sont capables d'utiliser leurs mains pour jouer. Bon, il y a même des vidéos qui montrent comment, à l'occasion d'une amniosynthèse, il y a une bulle de sang qui est rentrée dans l'utérus et comment le bébé joue au ballon. Voilà. Voilà. Le phénomène transitionnel se situe principalement dans le geste de l'enfant, dans le faire, par des mouvements des doigts qui vont rencontrer quelque chose de soi d'abord, puis de non-soi, que l'enfant découvre et fait sien. La création d'un objet révèle l'aptitude de l'enfant à créer, à réfléchir, à imaginer, à inventer, à faire naître, à produire un objet. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu anti-anthropique comme début de phénomène. Alors je vais juste citer, c'est une zone intermédiaire qui n'est pas disputée, car on n'en exige rien. Il suffit qu'elle existe comme lieu de repos. Ce que j'étudie ici, donc une des caractéristiques essentielles de l'objet transitionnel, c'est donc qu'il existe comme lieu de repos. Et donc cette intermittence est tout à fait fondamentale, justement pour le début de la pensée et pour la création de tout ce qui va être de la culture et du savoir. Alors, donc il y a, et je voulais venir ensuite ce bébé qui arrive au monde avec des stimulations absolument inconnues et parfois débordantes. Donc, qu'est-ce que va pouvoir faire la mère, hein? Comment est-ce qu'elle facilite, elle accepte d'abord cet état de dépendance et en même temps, petit à petit, amène le bébé vers une autonomie. Alors, Winnicott, qui est un pédiatre psychanalyste anglais, disait que c'est l'état de mère suffisamment bonne qui prépare cet état de folie, puis la capacité de rêverie maternelle théorisée par Bion. Il faut que j'aille vite. Ça va? Non? Oui, il faut que j'aille vite. Alors, je vais aller vite. Alors, je vais quand même parler de cet état de préoccupation maternelle primaire, parce qu'il me semble que c'est fondamental aussi du côté du soin. Alors, cette préoccupation maternelle primaire, je vais citer Winnicott, c'est un état très spécifique, une condition psychologique qui mérite un nom tel que préoccupation maternelle primaire. Cet état psychiatrique très particulier,
dont je dirais qu'il se développe graduellement pour atteindre un degré de sensibilité accru pendant la grossesse et spécialement à la fin, qu'il dure encore quelques semaines après la naissance de l'enfant, que les mères ne s'en souviennent que difficilement lorsqu'elles en sont remises, et j'irais même jusqu'à prétendre qu'elles ont tendance à en refouler le souvenir. Cet état organisé, qui serait une maladie, s'il n'y avait pas grossesse, pourrait être comparé à un état de repli, un état de dissociation, une fugue, ou même encore à un trouble plus profond, tel qu'un épisode schizoïde, au cours duquel un des aspects de la personnalité prend temporairement le dessus. Schizoïde, c'est quand même très proche de phénomènes schizophrénie, enfin, chez l'adulte, après peut donner la schizophrénie. Un épisode schizoïde, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la folie. Alors, ce qui me semble important de repérer, c'est qu'en fait, la mère, donc dans une forme d'intermittence qui va durer quelques mois, hein, donc à la fois la durée de la grossesse puis quelques mois après, va s'engager dans un état intermittent dont elle va sortir, mais qui ne correspond absolument à rien d'autre sur le plan social, intellectuel et affectif. Et elle va sortir de cet état de maladie, elle va en guérir spontanément, quand elle est simplement entourée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le soin à la mère dans cette période-là? C'est des soins qui sont d'une grande simplicité, mais qui sont collectifs. C'est-à-dire qui va s'occuper de cette mère? C'est le père d'abord. Cette mère, elle va être aidée et rassurée par les proches. Et à partir de ces soins collectifs, la mère guérit spontanément. Alors cette phase de fragilité maladive, de vulnérabilité, pourrait être considérée aussi comme une période d'intermittence, dont on pourrait rapprocher les thèses de Canguilhem, mais je ne vais peut-être pas trop. Alors, par contre, je voulais. Alors, face aux pleurs du bébé, qui risquerait d'être absolument enfermant et traumatisant d'ailleurs, hein, si on ne savait pas comment y penser, il s'agit pour la mère de trouver une ouverture, une transformation, quelque chose qui serait un peu anti-anthropique. Alors là, je vais parler rapidement de Bion. Bion, donc, c'est un psychiatre, psychanalyste anglais aussi. Donc, il a développé une théorie de la pensée concernant le bébé et la capacité de rêverie maternelle. La capacité de rêverie maternelle, pour lui, elle prépare l'activité de pensée du bébé. C'est une fonction de détoxication qui est théorisée par Wilfred Bion comme précurseur de la faculté de penser. Alors pour lui, il existe une fonction de la pensée maternelle qui est proche de la rêverie et qui est une fonction de détoxication. C'est la fonction alpha. Elle opère sur les impressions sensorielles et les expériences émotionnelles perçues par le bébé en les transformant en éléments alpha. Ces éléments alpha sont donc des impressions sensorielles, des expériences émotionnelles transformées et qui servent à former les pensées oniriques, le penser inconscient de la veille, les rêves et les souvenirs. Par contre, les impressions sensorielles et les expériences émotionnelles non transformées, c'est-à-dire qui sont trop intenses, trop angoissantes, trop rapides, sont dénommées par Bion des éléments bêta. Et ces éléments, eux, ne servent pas à penser, à rêver, à se souvenir, ni à exercer des fonctions généralement attribuées à l'appareil psychique. Ils sont vécus comme des choses en soi, des éléments toxiques non assimilables. Et il me semble qu'on peut rapprocher la surstimulation de notre société addictogène comme une accumulation d'éléments bêta non assimilables. Et donc, voilà, c'est donc bien la question d'un soin, et peut-être aussi d'un soin de type maternel. Alors quand je parle de type maternel, je pense que... alors moi je suis psy, hein, donc en fait, le maternel, le paternel, le féminin, le masculin, pour moi tout ça il est porté chez les mêmes personnes. C'est-à-dire que le paternel n'est pas assuré exclusivement par le père présent. Là. Toutes les mères font un peu de paternel, toutes les mères sont aussi un peu masculines, et inversement, tous les hommes sont aussi un peu féminins. Voilà. Donc en fait, c'est le maternel dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Alors parce que parallèlement, il y a aussi la folie du bébé. C'est-à-dire que la détoxication du psychisme du bébé par la mère se rapporte à des éléments très archaïques, violents, approchant de façon répétée une tonalité traumatique chez le bébé. C'est par exemple la faim, une angoisse de tomber, une angoisse de démantèlement, qui sont des vécus extrêmement désorganisateurs. Démantèlement, là je rappelle que dans in utero, le bébé était totalement
contenus portés, très bien tenus, et que d'un seul coup, ils se retrouvent, et on voit d'ailleurs ces réflexes où les bébés se désorganisent. Et bon, voilà, la fonction de la mère et du père, etc., à ce moment-là, c'est bien de renvoyer au bébé quelque chose qui est détoxiqué, rassurant, parce que soi-même, en tant qu'adulte, on a été capable de se rassurer, de se détoxiquer, en rêvant, en allant en délirant, enfin comme on peut délirer avec des bébés, c'est-à-dire en inventant des choses et en se mettant à inventer quelque chose qui est déjà un début de culture. Alors, tout au long de la vie ensuite, donc alors, bon, je vais aller peut-être un peu vite, mais en tous les cas, tout au long de la vie ensuite, cet effort pour métaboliser l'insupportable revient à chacun d'entre nous. On ne peut plus compter sur une mère présente. Nous avons donc à être à nous-mêmes une mère attentive et suffisamment bonne. Attentive, donc on retrouve ici l'absolue nécessité de l'attention, d'être attentif à soi-même. Les épreuves de la vie sollicitent notre propre capacité de contenance et de rêverie. Souvenirs, projections dans l'avenir, fantasme de réconfort, c'est-à-dire une fonction alpha, une fonction de soin pour soi-même, fonction maternelle, puisque, enfin, de mon point de vue, cette idée de la dimension maternelle du soin me semble de plus en plus évidente. Voilà, cette fonction alpha est bien souvent mise à l'épreuve et ne peut pas toujours être bien assurée par une mère dépassée, isolée, maltraitée, dans des conditions sociales un peu compliquées. Voilà. L'alternance de ces phases de désorganisation psychique et de réorganisation sous l'effet conjugué des soins physiques et de la rêverie maternelle, c'est une forme précoce d'intermittence. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va trop. Merci Marie-Claude. Je vais maintenant passer directement la parole à Colette Trompe, qui est auteure et critique, directrice artistique d'Alphabetville, et qui est aussi membre d'Ars Industrialis depuis longtemps, voire peut-être depuis le début, je ne sais pas. Donc qui va nous parler d'une organisologie du temps. Alors, bonjour et merci beaucoup. Merci aux organisateurs, merci Maëlle. Je vais un petit peu parler aussi du sommeil et de la veille, mais pas exclusivement. Et je vais essayer de parler de ce qui nous a occupés depuis, on va dire, le 16 mars 2020, avec l'arrivée de la pandémie. Donc je vais commencer par une citation de Bernard Stiegler qui écrivait plutôt qui que nous soyons, nous tous rencontrons aujourd'hui la question de la technique, d'après le texte de Heidegger, et à présent, le 29 mars 2020, nous la rencontrons dans l'expérience confinée d'une pandémie. Le confinement nous confronte directement à notre façon d'être à la fois seuls face à nos connexions et collectivement connectés. Et la pandémie ouvre immensément la question du facteur exosomatique dans la pathologie de la biosphère devenue technosphère. Donc la crise sanitaire due au virus Covid-19 a généralisé en fait un fait déjà très répandu, notamment apparu depuis le processus de numérisation et l'accès public au web, qui a été accru par le développement exponentiel de ces applications, le nombre d'objets techniques également, qui est le rapport récurrent aux écrans et les activités et relations par télétechnologie. Donc cette tendance de la téléactivité et de la réticulation numérique a conduit à une nouvelle augmentation du temps passé devant les écrans de toutes sortes, dont les fonctions se sont redéfinies et élargies à 1000 activités, toutes aussi quotidiennes et privées que professionnelles et publiques. Cela indistinctement et peut-être même certainement confusément. Et à tous âges, puisque Marie-Claude en a parlé tout à l'heure. Alors ceci par des interactions et des relations médiées par des technologies imposées dans un système de téléaction et d'interactivité via les réseaux de télécommunication et de leur flux.
Un flux ininterrompu, presque permanent, incessant, promu par le capitalisme 24/7, tel qu'il a été analysé par Jonathan Crary dans son livre 24/7, le capitalisme à l'assaut du sommeil, où il explicitait les conditions de cette temporalité sans intermittence comme l'idéal d'une vie sans pause, active à toute heure du jour et de la nuit, et que permet la performativité du machinisme numérique et des systèmes de réseau. Et donc, synchroniquement et conformément au fonctionnement ininterrompu des marchés et des réseaux d'information. Un capitalisme productiviste et consumériste, mais surtout automatisé et extractiviste, raisonnant toutes les ressources et jusqu'au plus intime et vital, y compris celles que sont le temps du sommeil et du rêve. Ici économiquement considéré comme perte de temps, c'est-à-dire temps de la perte, car non capitalisable. Crary écrivait « Le sommeil impose l'idée d'un besoin humain, et aussi plus largement animal et végétal, et d'un intervalle de temps qui ne peuvent être ni colonisés, ni soumis à une opération de rentabilité massive. » Alors cette économie de l'attention comme de la distraction, de la veille comme du sommeil, de la vie privée autant que publique, sont soumis à cet état continuel de frénésie connectée qui érode la trame de la vie quotidienne, dit Crary, et qui devient le mode principal des échanges mondiaux, sociaux, économiques, autant que politiques. Alors, dans la société automatique, Bernard Stiegler soulignait en 2015, et commentant largement ce texte de Crary, il écrivait donc en 1993 l'ouverture au public planétaire du réseau Internet par l'intermédiaire des protocoles World Wide Web, puis de la mise en place des infrastructures appropriées et transformant en profondeur les technologies de télécommunication, ont pour conséquence la réticulation totale des habitants et des territoires qui deviennent équipés d'appareils et d'objets techniques connectés. Par cette globalisation technologique, Bernard Stiegler poursuivait, hommes et machines s'en trouvent reliés 24/7 avec la planète entière, c'est-à-dire avec les acteurs économiques du monde entier. Alors, cette connexion 24/7 se déploie sans plus aucune distinction entre robots et activité, méditation et action, osium et négocium, qui a été un sujet important à l'origine d'Ars Industrialis, entre théoria et praxis, pour reprendre les termes d'Hannah Arendt. Est-ce qu'on entend là ? Oui. Et l'inversion moderne entre vita activa et vita contemplativa, soulevée par Arendt, est ici même dépassée par une évacuation ou bien une intégration du temps de l'osium à un négocium permanent. Une dépossession du temps et un marché ou une prolétarisation des consciences. Il s'agit ainsi avant tout de soumettre les consciences au marché, promu sous le nom de service en ligne, un marché des consciences, et j'y reviendrai. Alors, le capitalisme 24/7, précisait Crary, n'est pas une simple opération de capture continue de l'attention, mais une entreprise de stratification du temps où l'on peut être totalement absorbé. Si la capture de l'attention procédait encore par intermittence, l'élargissement du nombre de prothèses et de leur temporalité fonctionnelle vise en fait à amenuiser le temps d'interruption et le rapport à la réalité non connectée. Le système de globalisation économique et technologique, qui vont de pair, organisé par les plateformes transnationales, fait en sorte que la vie psychique, physique et mentale soit alignée sur les formats digitaux et réifiée et réticulée vers leur monétisation, où tout est donc soumis au calcul vers une économie qui est intégralement calculée et calculable, alors que l'intermittence doit ouvrir à l'incalculable. Alors, Crary rappelait dans son livre 24/7 qu'à la fin des années 90, Eric Schmidt, qui est ensuite devenu PDG de Google, déclarait que le XXIe siècle serait synonyme d'économie de l'attention et que les firmes dominantes à l'échelle mondiale seraient celles qui parviendraient à maximiser le nombre de globes oculaires qu'elles parviendraient à capter et à contrôler en permanence.
Cette conquête et concurrence est due à la disproportion, dit Crary, entre les limites humaines, temporelles de l'attention et la masse incommensurable de contenus et d'applications sur le marché pour lesquels il faudrait orienter et contrôler les comportements. L'un des objectifs de Google, de Facebook et d'autres firmes est de normaliser et de rendre indispensable une interface continue, poursuivait Crary, qui instaure un rapport suivi avec diverses sortes d'écrans et dans des systèmes de téléaction, d'interaction, si ce n'est de rétroaction. Cela a une vitesse foudroyante, comme le soulignait aussi Bernard Stiegler, stupéfiante, en s'adressant avec ce temps-lumière à la pulsion plutôt qu'à la raison, et en court-circuitant les facultés humaines, les facultés noétiques, ou même en les reléguant, anéantissant encore par là toute forme d'intermittence, de latence, d'intervalle, de pause, et donc en court-circuitant le temps de la pensée, de la réflexivité et de la délibération. Or, pour Bernard Stiegler, il faut considérer le temps de la pensée tout autant que la pensée comme temps. Alors, Crary précisait aussi que des milliards de dollars sont engloutis chaque année dans des recherches afin de savoir comment réduire le temps de décision et par cela même éliminer le temps superflu de la réflexion et de la contemplation. Donc cette économie via son organisation technologique est celle d'une capture inlassable et d'un contrôle incessant du temps et de l'expérience. Alors les propos d'Eric Schmidt à la fin des années 90 cités par Crary semblent en fait une préfiguration de ce qu'il proposait à nouveau au printemps 2020, au début de l'épidémie de Covid-19, donc, et qu'a relevé Naomi Klein sous la désignation de Screen New Deal. Dans un article publié dans The Intercept en mai dernier, elle alertait sur la proposition de Google, puis de la fondation Gates, qui, comme issue à la crise sanitaire et pour protéger les Américains, mais aussi la population mondiale utilisant leurs applications, proposait d'intégrer la technologie de façon permanente dans tous les aspects de la vie quotidienne. Alors cette doctrine du choc pandémique, Naomi Klein la considère comme un Screen New Deal, un nouveau marché, et comme le laboratoire permanent d'un futur dans lequel les lieux de vie personnelle deviendraient nos prisons, où on serait à la fois isolé et connecté en permanence, fournis par les plateformes du web, servis eux-mêmes par les intelligences artificielles, elles-mêmes rémunérées par carte de crédit et hyper contrôlées par la traçabilité numérique que permet la mémorisation de nos données. Un futur, dit Naomi Klein, dans lequel chacun de nos mouvements, chacun de nos mots, chacune de nos relations serait exploitable et sous le gouvernement des géants du web et des technologies numériques. Alors la docilité et l'isolement sociaux participent aussi de ces objectifs, en supplément de cette absence d'intermittence, éliminant la temporalité et l'espace pour la perspective de projet, de projection transindividuelle. Les vies doivent alors coïncider avec les appareils, les applications, les usages du moment, dans une soumission et une uniformité avec le dispositif technique. Dans une synchronisation massive des comportements et des consciences, ou bien des inconsciences et des inconscients, devenant un marché des consciences. Alors ce que Bernard Stiegler avait d'ailleurs analysé dans la technique et le temps à propos des flux temporels industriels. Dans cette critique des objets temporels industriels, il entreprenait l'analyse de l'écoulement du temps dans les conditions de la synthèse produite par les prothèses, synthèse et prothèses artificielles, que sont les technologies, celle des industries de programme. Alors cela concernant la fabrication comme la diffusion de ces supports de mémoire, c'est-à-dire les canaux et les réseaux de leur flux massifs et mondialisés, réalisant une temporalité technologique, disait-il, d'un type absolument nouveau. Alors il définissait un objet temporel en disant un objet est temporel lorsque son écoulement coïncide avec le flux de la conscience dont il est l'objet et avec le flux de la conscience qui l'affecte. Affectés, donc, ou même altérés, sont les millions de consciences qui ont accès à ces objets temporels industriels. Et les flux de conscience de la collectivité mondiale se déroulent en coïncidence avec l'écoulement temporel des produits des industries,
d'autant plus depuis et par la généralisation des objets temporels industriels qui s'est subitement accéléré et complexifié avec le processus de numérisation intense qui aura caractérisé le développement d'Internet et du web. Alors ceci était perçu par Bernard Stiegler comme la concrétisation d'un processus augmentant très sensiblement les performances de la temporalisation industrielle des consciences et de son effet délétère sur la possibilité de s'orienter dans la pensée et la possibilité même de penser. Donc ça c'était dans la technique du temps, le tome de la désorientation. Alors, il disait aussi l'intégration fonctionnelle des industries culturelles et de la communication et ce qui permet un contrôle total en tant qu'ensemble de flux temporels de conscience qu'il s'agit de synchroniser. Nous en arrivons à un ensemble totalement intégré où le système symbolique et mnémotechnique, calendaire et cardinal, se combinent avec le système technique de production et s'y intègrent, c'est-à-dire s'y soumettent. Donc ce que le réseau de télécommunications mondial de l'Internet et du Web a accompli, et je renverrai à un autre article de Bernard Stiegler qui s'appelle « La mondialisation accomplie », qui est, je crois, dans Technologique, la pharmacie de Bernard Stiegler. Alors, il disait aussi cette évolution consiste en une intégration du système technique de production et du système mnémotechnique de partage de calendarité et de cardinalité par l'organisation d'une hypersynchronisation qui élimine le diachronique et qui est un déphasage des temps individuels et collectifs et de leur organisation, justement par une décomposition du synchronique et du diachronique. Or, on ne peut pas opposer synchronie et diachronie, qui sont des tendances qui composent et qui s'articulent. Il ne peut donc y avoir ni opposition entre synchronie et diachronie, ni élimination de la diachronie, qui s'avère effectivement fondamentale et aussi constitutive du processus d'individuation. C'est là la désorganisation hyper-industrielle et c'est la destruction du temps. La calendarité industrielle détruit le temps, écrivait encore Stiegler, alors que la techné donne le temps, elle le compose, mais on voit aussi qu'elle peut le décomposer. Alors l'exploitation industrielle du temps des consciences devenues un marché est anthropique, disait-il, car en détruisant le rapport entre synchronique et diachronique, en synchronisant les temporalités à son propre flux, en dominant et maîtrisant les flux de conscience, en les synchronisant intégralement, elle les exténue, c'est-à-dire elle fait comme avec toutes les autres formes de ressources. Alors, je vais sauter un petit peu. Bernard Stiegler disait aussi une conscience est essentiellement libre, c'est-à-dire diachronique, ou si l'on préfère exceptionnelle, singulière, et cette liberté est une liberté de pensée. Une conscience doit toujours pouvoir se donner son propre temps, c'est-à-dire se disjoindre et se désynchroniser face à une synchronisation totalisante, voire totalitaire des consciences et de leur appréhension de ce qui se passe et du temps qui passe. La diachronie mise hors circuit est un court-circuit des processus sociaux de transindividuation en général, en tant qu'ils articulent le synchronique et le diachronique. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste là. 5 minutes, donc je suis obligée de sauter un petit peu. Donc la techné donne le temps, elle le compose autant qu'elle le décompose, et demandait Stiegler qu'en est-il de la reconstitution de ce temps à l'époque de la synthèse industrielle. Quelle organologie du temps pour quelle relation entre organes physiologiques, techniques et sociaux, quelle corrélation entre vie technique et vie noétique, c'est vrai que la noèse est une technèse, et que la vie technique, qui est la vie noétique, est un accomplissement ou un passage à l'acte, lui-même intermittent. Je ne vais pas y revenir puisque il en a été question dans la première intervention. Et je vais revenir un petit peu à ce que disait Jonathan Crary pour terminer cette intervention, qui écrivait à propos de l'expression 24/7 qu'au-delà de sa vacuité, elle exprime une redondance statique
qui élude tout rapport avec les textures rythmiques et périodiques de la vie humaine. Un temps indifférent et sans altérité, où la fragilité de la vie humaine revêt de moins en moins d'importance, est alignée sur les choses inanimées, inertes ou intemporelles, dans l'homogénéité d'un présent permanent, sans discontinuité, sans intervalle, sans anachronie ni diachronie. Un monde sans spectre, disait Crowley, évacuant les survivances, les hétérogénéités, les expériences anormales, les anomalies. Crowley écrivait encore que le système 24/7 promet un temps sans temps, un temps qui aurait été arraché à toute démarcation matérielle repérable, un temps qui ne connaîtrait plus ni séquence ni récurrence, d'une permanence inaltérable, sans friction, sans variabilité, sans carence, sans périodicité, sans intermittence. Alors sa performativité serait-elle implacable, et sa temporalité n'était pas un paradoxe qui mènerait le système à sa propre implosion? Les équilibres rythmiques et les cycles fondamentaux, car vitaux et régénérants, tant physiologiques que mentaux, sont anéantis, on le voit, et cette exploitation incessante participe de l'usure du monde, de l'épuisement des ressources, de l'abîme psychique et physique et de la tendance anthropique, produite par la frénésie d'activité anthropique, donc anthropique avec un E et anthropique avec A et H. Or, à toutes les échelles du cosmos, les calendarités et les programmatiques, les plus organiques aux plus artificielles, engagent toutes et toujours des intermittences qui sont leur fondement même. Et selon Bernard Stiegler, cette organologie du cosmos est une programmatologie qui articule les rythmes cosmiques au rythme socio-technique, c'est-à-dire que c'est un agencement des programmes cosmiques, planétaires et stellaires avec les programmes socio-ethniques et socio-techniques. Autrement dit, avec les calendarités hypognésiques. Et dans toutes les sociétés, selon Bernard Stiegler encore, ceux-ci fondent les civilisations en instaurant des régimes civils et urbains de composition des tendances synchronisantes et diachronisantes qui traversent les processus d'individuation psychique collective qui se succèdent depuis l'origine de l'humanité, où les formes de l'intermittence sont inscrites comme moment d'exception. Les calendarités engendrent toutes et toujours des intermittences qui sont leur fondement, et depuis l'origine de toutes les sociétés humaines connues, jusqu'à ce qu'advienne le capitalisme 24/7 qui met fin, qui tente d'y mettre fin, la programmatologie et la calendarité articulent plus ou moins thérapeutiquement les diverses formes de l'intermittence avec la banalité des tâches de subsister. Comme moment d'exception, l'intermittence est ce qui ménage la possibilité de l'existence. Je vais conclure, on va m'arrêter là. Il semble vital de modifier l'organologie numérique, ce qui est une question de conception des systèmes et des infrastructures fondées sur les rétentions tertiaires numériques, afin de recomposer une organologie du temps qui articulerait le temps authentique à la facticité technologique dans le milieu de la vie exosomatique, organologique et pharmacologique, et de manière favorable à l'intermittence physiologique autant que noétique des êtres non inhumains. Et pour que le devenir anthropique de l'anthropocène s'inverse en un devenir néganthropique et instaure le néganthropocène, c'était aussi une des questions posées par Gerald Moore. Alors, le dernier chapitre de la société automatique de Bernard Stiegler s'intitule Intermittence et potlatch cosmique. Ces réflexions sur les échelles de temps à penser et qui sont en pansement sont à l'opposé de ce qui se profile dans l'artificialité temporelle du 24/7, employant l'infrastructure technologique des réseaux et leurs applications en contretemps et sans considération pour l'intermittence fondamentale. Cette organisation appréhendée comme désorganisation hyper-industrielle paraît en cela hautement anthropique. Ce pourquoi l'économie, la technologie et la société doivent être repensées et réorganisées dans leur fondement, dans un nouvel ajustement organologique, comme organologie du temps. Alors pour l'avenir néganthropique d'un nouvel âge industriel de la vie sur Terre et comme un nouvel âge de la noèse, et vers des bifurcations néganthropiques et la perspective de la vie dans le néganthropocène, c'est-à-dire d'un avenir où tant de l'humain et tant de la Terre sont à relier avec les temporalités des autres formes du vivant dans leur diversité et sont à envisager dans une relation asynchrone avec le temps machine pour que ce dernier ne soumette pas les premiers à la seule cadence de son économie, mais produise des rythmes variés, produisant ce que l'on appelle à Ars Industrialis des intermittences et des bifurcations. Je vous remercie de votre attention.
Colette. Alors on passe à la discussion, je ne sais pas combien de temps on se donne, peut-être 20 minutes. Alors je vais commencer par une petite remarque amusante, c'est le lien entre l'absence d'intermittence ou la disruption d'intermittence et l'hallucination. C'est un lien qui est intéressant et qui se retrouve un peu, que je vois à travers ta présentation, et puis moi je l'avais mentionné aussi, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, et pour des raisons sans doute plus biologiques, l'absence de sommeil conduit à des hallucinations au bout de 3 jours, si je me souviens bien. Et d'un certain point de vue, à un niveau plus collectif, au niveau de la société, la disruption de l'intermittence, la disruption de l'osium, conduit en un sens à des hallucinations collectives telles que l'islamo-gauchisme ou en Inde, par exemple, l'idée de love jihad, c'est-à-dire l'idée que les musulmans feraient le djihad en séduisant les femmes hindoues, etc. Mais qui sont médiés par les moyens numériques. Et donc c'est cette absence de temps laissée à la pensée, à la mauvaise, qui conduit au développement de ce genre de pathologie qui, et c'est intéressant, se retrouve peut-être pour des raisons un peu similaires au niveau individuel lorsqu'il y a une absence de sommeil. Je ne sais pas si ça te parle, Colette, si tu veux rebondir. Alors il se trouve que c'est un petit peu introductif, parce que je voudrais véritablement travailler concernant la question du temps, c'est la question du rêve chez Bernard Stiegler. Je vais essayer de m'y tenir pour les mots qui viennent. Mais c'est vrai que, en fait, Bernard Stiegler considère quand même le rêve comme une hallucination. Donc cette dimension un peu hallucinante ou hallucinatoire, elle se situe un petit peu partout, à la fois dans l'absence de sommeil et dans le sommeil. En même temps, je ne sais pas à quel moment du sommeil le rêve apparaît, il nous apparaît en image, mais chez Stiegler, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il nous parle aussi du rêve diurne. Et donc ce rêve diurne, il fait partie de cette intermittence, ce temps de la vie contemplative, dont a parlé Hannah Arendt, et qui est à peu près équivalente à cette notion. Voilà, donc ce temps-là, qui est le temps de la pensée, qui est le temps de la méditation, qui est le temps du rêve, et qui est tout aussi productif, et peut-être même plus productif, qui est le temps aussi de l'invention, qui est le temps de la création. Voilà, ce sont des objets sur lesquels je voudrais travailler, mais il me semble que cette question de l'hallucination, elle traverse plusieurs de nos états, si c'est l'ensemble de nos états. Je ne sais pas si je t'ai répondu. Oui, un peu, en fait, du coup, je vais préciser un peu. Là, je pensais plutôt aux hallucinations qu'on pourrait dire pathologiques, soit du individuel ou politique. Mais peut-être que justement, le fait qu'elle soit pathologique vient du fait qu'il n'y ait pas intermittence. C'est-à-dire que l'hallucination arrive là où elle crée des problèmes, alors que justement dans l'osium ou dans le rêve, elle est présente à un moment où elle est même, ne pose pas de problème, voire elle est désirée, et une manière de travailler en un sens. Donc son côté pathologique lorsqu'elle arrive. Quand il ne faut pas. Il faut des choses sur lesquelles il ne faut pas. Est-ce que... Sur l'hallucination, je ferai le lien avec ce dont j'ai parlé du côté de la détoxication, c'est-à-dire que l'hallucination n'est pas détoxiquée. C'est un envahissement de la psyché par ce qu'on appelle le processus primaire, c'est-à-dire un peu comme ce bébé avec des sensations, des perceptions, des pensées quand il s'agit des adultes complètement surchargés et qui ne peuvent pas être détoxiqués. Il me semble que la différence quand même avec le rêve, c'est justement la question de l'intermittence et la question que le rêve, ce sont des pensées du rêve sur lesquelles on peut travailler, on peut comprendre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'hallucination, enfin dans le sens pathologique du terme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce dont tu parles, mais dans le sens pathologique du terme, l'hallucination, on n'en sort pas. Ça.
Bon, on ouvre la discussion générale après cette petite discussion liminaire. Peut-être, sinon j'ai une remarque supplémentaire, c'est qui n'est pas tellement dans la présentation, mais qui est intéressante, c'est que ça arrive très souvent aux mathématiciens de résoudre des problèmes mathématiques pendant leur sommeil. Donc du coup là on est, d'un point de vue de la noise, on est vraiment dans la production d'entropie, c'est-à-dire dans la nouveauté. Et bon, d'un point de vue biologique, la normativité, donc cet aspect diachronique au niveau de l'individu est très peu étudié, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, y compris pendant le sommeil. En tout cas, du point de vue de la noise, il y a beaucoup de témoignages du fait qu'elle existe. Bon, c'est une petite remarque. On ouvre la discussion générale. Oui, merci beaucoup. Je voulais poser une question à Marie-Claude, en fait, pour revenir sur un point qui m'a vraiment troublé, comme dirait Bernard. Intéressant sur ce que tu as essayé de travailler avec la question. Ce matin, j'ai essayé de tourner autour d'une question de la bienveillance dispositive ou du design de la bienveillance. Et tu as introduit cette idée, peut-être, d'un design maternel avec tous les guillemets que tu as mis, bien sûr, hein, ça ne veut pas de rapporter ça au féminin ou à la femme. Mais est-ce que tu pourrais, peut-être en t'appuyant sur les rencontres, les discussions que tu peux avoir avec les mères, expliquer ce que pourrait être un design plus maternel, déjà dans les situations. Et bien sûr, moi, ultimement, ensuite, ça m'intéresse de voir jusqu'où on peut aller dans le design maternel, encore une fois, le plan guillemets, dans le champ de la technosphère, en termes des collègues. Alors, sans tomber dans l'écoféminisme et tout, qui est encore une autre chose qui est particulièrement active aujourd'hui dans le champ politique, hein, mais je pense que c'est une autre voie que tu as ouverte là. Ah oui, non, c'est pas du tout du côté de ce féminisme, et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert tous les guillemets tout à l'heure. C'est la question de la vulnérabilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accepte d'abord la vulnérabilité dans cette société, comment est-ce qu'on accepte effectivement d'y faire une place, et d'y faire une très bonne place, et la dimension du collectif, c'est-à-dire que, si on parle souvent beaucoup de ce système de poupée gigole, où en fait le bébé est là, la mère est autour, le père, les grands-parents, les amis et la société. Et je pense qu'il y a par exemple, l'année dernière, les ateliers, on parle toujours donc, de cette question des écrans et de comment faire avec ces écrans qui sont omniprésents, de plus en plus présents. Et par exemple, il y avait une mère qui était là avec son bébé de 10 mois et qui avait 4 autres enfants à la maison et qui vivait dans un 2 pièces. Pendant le confinement, comment est-ce que effectivement cette forme de design dans tous les cas, comment est-ce que ça peut ne pas être toxique? Et moi, c'est vrai que je pense beaucoup à cette question à cette dimension collective, c'est-à-dire à organiser des lieux qui soient des lieux de vie collectifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir chacun sa machine à laver, on pourrait très bien avoir des centres de lavage, enfin des buanderies collectives à côté d'une salle de jeu, à côté d'une bibliothèque, où les enfants pourraient jouer, pourraient faire du bruit parce que ça serait acceptable. Et donc c'est cette dimension du quelle place est-ce qu'on fait au collectif pour aider les mères, parce que moi ce que je sais de ma pratique, c'est que aider une mère qui ne va pas bien, c'est extrêmement facile. Il suffit simplement d'être là et d'écouter. Donc il y a cette dimension de l'accueil, de la réception de la vulnérabilité qu'il faudrait pouvoir organiser concrètement, et ça ne devrait pas être très, très, très compliqué, mais ça l'est pour effectivement la population, par exemple, de Saint-Denis. Il y a beaucoup, par exemple, je faisais quand Colette parlait de l'intermittence et quand on y rapproche le paternel et le maternel, c'est vrai que par exemple toutes ces familles monoparentales n'ont plus du tout accès à cette forme d'intermittence. Donc il y a comment est-ce que justement le collectif peut reprendre un peu une place pour permettre à nouveau cette intermittence.
c'est tout à fait intéressant et fondamental. Par contre, ces fonctions et ces sens, est-ce que ce sont des pharmacones? Est-ce qu'ils peuvent être toxiques ou curatifs? Et si on l'élargit à la société actuelle, les nouveaux sens et nouvelles fonctions, pour le moment, hein, dans ce qu'on vit, ont plutôt tendance, me semble-t-il, à être toxiques. Est-ce que les organes sont des pharmacones? Je ne sais pas. Je ne saurais pas le dire encore exactement. Je vous dirais pourquoi pas. Par exemple, le sommeil, ça crée des problèmes aussi, les vulnérabilités, les prédateurs, par exemple. Ça crée des problèmes thermiques aussi pour les mammifères, etc. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je vais prendre quelque chose prendre le sommeil comme le fait d'avoir deux phases et une phase d'inactivité. Cette phase d'inactivité, elle est apparue dans l'évolution à un moment donné. Et une fois qu'elle est apparue, en quelque sorte, des fonctions se sont greffées dessus. On ne sait pas pourquoi elle est apparue, mais d'autres fonctions en tout cas se sont greffées dessus, parce qu'il y en a plein qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en un sens. Et donc du coup, le sens du sommeil, il est multiple. Et il peut être en plus différent suivant les espèces, même s'il y a une origine commune au sommeil de ces espèces. C'est la même chose pour les systèmes hormonaux. Par exemple, l'hormone thyroïdienne, on peut dire c'est une molécule, dans un sens c'est très simple, mais à la fois elle régule le développement du cerveau, la neurogénèse, la différenciation, alors à la fois en quantité de neurones et à la fois la différenciation des cellules. En même temps, elle sert à réguler le métabolisme, qui n'a rien à voir. Elle sert à réguler les métamorphoses chez les grenouilles. Donc c'est une molécule, mais elle fait plein de choses. Et parce qu'une fois qu'elle est arrivée, elle a été, les biologistes disent exaptée, c'est-à-dire changement de fonction, et qui est un changement qui ne demande pas la disparition des autres fonctions. Donc il y a une multiplicité de sens, et en plus des sens qui peuvent être un peu différents suivant les espèces et ce qui est apparu dans ces différentes espèces. C'est un peu ça que je voulais dire, pour dire que les concepts en biologie, comme le concept de sommeil par exemple, sont en fait extraordinairement complexes, parce qu'il y a cette multiplicité de sens qui vient de la diversité. J'ai bien compris certainement que dans ces fonctions qui sont créées, elles ne sont pas toujours toutes positives. Ces fonctions peuvent... alors, je ne sais pas si on peut parler d'addiction, je ne sais pas, de fonction qui nous vient, ou une cellule qui acquiert une nouvelle fonction, elle peut être plus, non? Alors, dans mon vocabulaire, quand je dis fonction, ça veut dire que ça a au moins un effet positif, au sens où ça participe à l'organisation. Ça ne veut pas dire que ça ne puisse pas devenir pathologique. Par exemple, quelque chose qui est extrêmement dangereux, ça c'est pas par rapport au sommeil, mais c'est le système immunitaire, qui est une bombe à retardement qui peut dévorer l'organisme en quelques jours s'il y a une désorganisation justement du système immunitaire. Donc le système immunitaire est extrêmement dangereux et potentiellement extrêmement toxique et très rapidement. Pour le sommeil, je ne sais pas si... il y a les troubles du sommeil, par exemple, qui existent. Enfin, il y a toujours des pathologies possibles. Après, la situation actuelle, c'est une situation de disruption de toutes ces fonctions. Donc là, c'est quelque chose de différent. Ce n'est pas intrinsèque à ces fonctions, c'est plus que la situation vient désorganiser tout ça. Voilà, un peu comment je vois les choses. Alors, Martine Dorgeval dit « Après Marie-Claude, je voudrais revenir sur les liens entre hallucination et développement du psychisme. Dans mes souvenirs freudiens, l'hallucination est aussi à l'origine de la construction des premières représentations du bébé. En l'absence intermittente de la mère ou du sein de la mère, il hallucine, ce qui forme ses premières représentations psychiques. » Je ne sais pas si tu veux rebondir, tu acquiesces. Et Elise Asport
Attention maternelle peut aussi avoir son revers. Je pense à cette notion de Big Mother, techno-cocon. Décidément, je suis très amateur en ce moment. Or, moi, j'ai aussi entendu le besoin d'autonomie, la fameuse autonomie par la technique qui est-elle possible. Oui, la mère trop bonne, c'est pour ça que Winnicott utilise le terme suffisamment bonne, il ne dit pas parfaitement bonne. C'est une mère qui est justement, en fait, acceptable. Dans le terme, dans la traduction anglaise, c'est une mère acceptable. C'est-à-dire, c'est comme le repas suffisamment bon, c'est un repas acceptable. Donc c'est acceptable, c'est quand même pas parfait. Et justement, enfin, il me semble que j'ai justement insisté sur le passage de l'addiction à quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement à l'autonomie, qui est effectivement le rôle d'une mère suffisamment pas parfaite. J'en profite pour rebondir un peu sur le concept d'autonomie, parce que le concept d'autonomie est souvent pensé comme en opposition à l'hétéronomie. Mais à mon sens, ce n'est pas du tout le cas, en tout cas dans mes travaux en biologie, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomisation, par exemple dans le développement, mais la formation des organes qui permet à l'enfant de respirer, de pouvoir manger, bon, d'abord du lait maternel, ensuite, plus tard, des aliments solides, etc. Donc il y a une certaine autonomisation, mais qui ne se fait pas en opposition à la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, chez le vivant en général, et en particulier pour l'humain, où il y a une dépendance sociale. À mon avis, il faut penser à la fois à l'autonomie, ou plutôt l'autonomisation, mais sans le mettre en opposition à la dépendance. Si vous voulez rebondir aussi. Je voulais juste rebondir sur le terme de disruption, parce que c'est vrai que Gerald Moore a introduit dans l'argumentaire le terme de paralysie qu'aurait provoqué la crise sanitaire. En fait, d'un côté, il y a une paralysie, puisque le monde tel qu'il a fonctionné s'arrête très brutalement, et de l'autre côté, encore une autre disruption qui est la continuation de cette accélération et cette disruption technologique qui se met en marche, ou qui produit ce qu'on a connu, avec évidemment une économie qui s'arrête d'un côté, dont on a peur de la crise, tous les gouvernements sont affolés, et de l'autre côté, les grandes entreprises du web qui continuent leur croissance, leur hypercroissance. On va s'arrêter là pour la pause déjeuner. On reprend à 14h30.